Groupe Relève Québec. On est heureux de voir des nouveaux visages autour de la table. Alors, à tous les nouveaux membres, une bonne main d'applaudissements. Bienvenue parmi nous. Nous avons officiellement notre premier comptable qui est devenu membre du Groupe Relève Québec. Monsieur Théberge, s'il vous plaît. Pourquoi je spécifie spécifiquement notre premier comptable? Parce que je crois foncièrement que les grandes transformations au niveau de la relève, au niveau humain, vont passer par cette profession. Pourquoi? Parce que ça se prépare 10 ans à l'avance. Et qui est là 10 ans à l'avance dans nos entreprises? Et qui est la référence souvent pour notre entrepreneur? C'est souvent le comptable. Alors, il y aura beaucoup d'efforts et d'énergie dans le Groupe Relève Québec pour sensibiliser cette magnifique profession qui, je pense, a une des clés importantes de la transformation au niveau humain dans la relève. Louise Cadieux le dit lors d'une de ses conférences, il faut arrêter de travailler en silo. La complexité de la relève demande du multidisciplinaire. Mais là, multidisciplinaire, on part de loin. On est chacun dans notre univers, on est chacun sur notre planète, on n'a pas de langage commun. Donc, la charge est tellement grande que on passe à l'autre, s'il vous plaît. Hein? Donc, Groupe Relève Québec veut faire en sorte d'amener un langage commun entre ces professions-là. Ça ne se fera pas tout seul. Pour ce faire, Groupe Relève Québec a 3 offres de services, 3 services qu'ils peuvent offrir aux professionnels. Le premier, c'est d'être membre, donc de venir à des conférences comme aujourd'hui avec des spécialistes chercheurs en ce domaine. La prochaine conférence sera le 1er avril et c'est un professeur du Liechtenstein qui sera parmi nous, qui est spécialisé au niveau du transfert des connaissances. Elle arrive de Chine, c'est vraiment son sujet. Et on va faire en sorte, si c'est possible, de la faire interagir aussi avec l'Université du Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières pour voir comment on peut aussi, entre universitaires, se développer ensemble. Donc, je vous invite à être là le 1er avril aussi. Le deuxième offre de service, c'est les cercles d'excellence qui vont être ultimement un peu partout, mondialement, dans la francophonie mondiale. On commence par un projet pilote à Québec et les cercles vont toujours être suivis de la conférence pour ceux qui se déplacent de loin puissent avoir un 2 en 1, c'est-à-dire de venir à la conférence et par la suite avoir le cercle d'excellence qui est 4 rencontres par année. Et pour le projet pilote, c'est 500 $ pour ces 4 rencontres-là de 4 heures et c'est moi qui vais animer ces cercles d'excellence-là pour un maximum de 8 personnes. Par la suite, la certification. Ania, qui est membre aussi académicienne au niveau légal, en droit à Montréal, elle vient de Beyrouth et elle voudrait vraiment qu'on aille former des gens à Beyrouth sur le transfert d'entreprise au niveau humain. Elle attend notre programme de certification. On a une journée de travail avec Louise et Marie-Pierre bientôt pour commencer à avancer sur le programme de certification. On voit qu'il y a aussi des demandes des centres de transfert d'entreprise, des CLD, pour former leurs gens qui sont là en première ligne et qui doivent quand même adresser la problématique de la relève et qui aimeraient bien les orienter. Donc, on veut aussi penser à des formations pour ces gens de première ligne-là, pour mieux les outiller pour répondre aux besoins des clients. Maintenant, Marie-Josée Drapeau, notre conférencière aujourd'hui, doctorante, on dit doctorante, ou on dit en processus de... Candidate au doctorat. À l'Université Laval, étudiante avec Marie-Pierre Tremblay, qu'on a vu tout à l'heure, qui est assise avec nous aujourd'hui. Ta thèse, Marie-Josée, on est en processus de... Oh, un peu pas mal ça. Un peu pas mal ça. Elle va nous présenter ça aujourd'hui. Donc, Marie-Josée Drapeau, qui va se présenter elle-même, mais qui, le peu que je la connais et qu'on a pu se croiser, je pense qu'elle a vraiment les entrepreneurs tatoués sur le cœur. Puis elle a à cœur leur réussite. Et puis, on va voir avec cette bonté du cœur comment elle va pouvoir nous aider à être des meilleurs intervenants et créer moins de souffrance dans les organisations. Alors, bonjour. Merci d'être présent ici aujourd'hui pour partager, en fait, une des préoccupations que j'ai moi-même. Mon nom, effectivement, est Marie-Josée Drapeau. Je suis candidate au doctorat à l'Université Laval. Mais avant ça, j'étais une conseillère en développement économique à la SDE de Lévis.
Plusieurs d'entre vous, je connais déjà. La préoccupation que j'ai par rapport à la planification de la sortie des dirigeants, surtout dans les PME, elle me touchait déjà à ce moment-là. Donc, quand je suis entrée au doctorat puis que j'ai désiré poursuivre et arriver à trouver d'autres types de solutions, bien, c'est vers cette problématique-là que je me sentais attirée. Naturellement, la planification de la sortie des entrepreneurs, des dirigeants, des PME, c'est une problématique qui me tient à cœur, mais aujourd'hui, l'objectif que j'aimerais qu'on atteigne ensemble, c'est surtout de se questionner sur les processus de planification de la sortie. Donc, on s'entend que la planification de la sortie est avant le processus de transfert. Hein. On n'est pas dans la transmission en tant que telle, mais on est vraiment au niveau décisionnel et sur ce qui, naturellement, affecte les décisions. Et aussi échanger sur les enjeux et défis qui sont relatifs à la démarche planifiée de ce type de dirigeants-là en particulier. Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la planification de la sortie de l'entrepreneurial ou la planification de la relève. Là, vous allez voir, je vais interchanger de façon un peu, en tout cas, comme ça vient. Et il n'y a pas grand-chose qui semble avoir changé avec les années. En fait, les problématiques semblent rester les mêmes malgré les années. Et Louise Cadieux pourrait, je suis sûre, enchérir là-dessus. Les choses ne semblent pas vraiment changer avec le temps. Donc, mon questionnement est vraiment de comment on peut arriver à proposer des alternatives qui pourraient être tout aussi bonnes, plus adaptées à la réalité des petites entreprises. Parce que la petite entreprise vit des réalités différentes. On ne peut pas prendre une recette d'une grande entreprise et essayer de l'appliquer à la petite telle qu'elle. Il faut vraiment être capable d'adapter. Et moi, mon questionnement va un petit peu plus loin. Je me dis même, est-ce que la planification formelle en tant que telle, qu'on essaie de marteler dessus depuis plusieurs années, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon pour planifier une sortie de l'entrepreneur? Quelques chiffres là, des études plus récentes, mais personne ne sera surpris, je suis sûre que vous avez tous vu ces chiffres-là. BMO, en 2012, eux autres, dans leur étude, disaient que 58 des personnes interviewées n'avaient pas de plan de relève du tout. Et là-dessus, 36 pensaient que c'est parce qu'il était trop tôt pour le faire. Donc, la raison principale, ou pour même y penser. Et là-dessus, bien, quand ils étaient interrogés par rapport à comment ils voyaient leur entreprise dans le futur, bien, 36 voulaient le garder dans la famille, alors que 26 choisissaient une source vous prévoyez avoir une source extérieure, soit interne par des employés ou externe, mais extérieure à la famille. Les chiffres d'AFCEI, qui, eux, ont un bassin beaucoup plus grand en termes de sondage, vient appuyer ces chiffres-là, mais même met d'autres perspectives. Eux autres disent que 9 seulement ont une planification formelle dans la PME. 9 c'est pas élevé, là, de toutes les entreprises. Et près de 40 ils ont un plan, mais informel. Donc, on voit que déjà, il y a une tendance qui se dessine au niveau du type de planification qui se fait dans les entreprises. Et naturellement, 51 n'en ont tout simplement pas. Donc, les raisons, les mêmes, pensent que c'est trop tôt. Eux, ils disent, bien, ils n'ont pas le temps. Hein, je n'ai pas le temps de penser à ça. Et ne savent pas où trouver des conseils ou des outils pour commencer le type de démarche. Donc, pour commencer à réfléchir à planifier leur sortie de leur entreprise. Et là-dessus, je vous ai mis près de 38 pensent se retirer d'ici 5 ans et 29 au cours des 6 à 10 prochaines années. Et ça, c'est des statistiques qui se transfèrent d'année en année. Donc, ça fait environ plus de 70 des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises de PME qui pensent se retirer. Et 85 c'est pour prendre une retraite. Donc, la raison première. Et là, on voit que la statistique est beaucoup plus imposante en termes de transfert, de type de transfert, parce que 48 donc c'est-à-dire près de 50 pensent vendre à l'extérieur de la famille, donc à l'interne ou à l'externe. Et vous savez, la relève familiale est de plus en plus difficile dû au fait qu'il y a de moins en moins d'enfants, donc de disponibles dans les familles à qui on peut transférer. Et les jeunes, aujourd'hui, bien, ils ont beaucoup de choix. C'est des gens éduqués, donc ils ont des choix de carrière qu'ils peuvent prendre au lieu de revenir dans la famille. Et bien, les obstacles perçus, je vous apprends rien, sont majoritairement d'ordre technique.
Donc, et là, vous allez voir, là, je me suis jamais avec mes feuilles. Je parle et je finis par un moment donné me rendre compte que je n'ai pas suivi mes affaires. Donc, estimer la valeur de l'entreprise, le financement du successeur, trouver un repreneur. Donc, on est dans des obstacles qui sont avant tout d'ordre technique et non d'ordre émotif. Quand on parle de planification en général, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau des actions stratégiques de l'entreprise, bien, quand on a une planification formelle, souvent on a une démarche qui est très structurée. On va avoir un ordre préétabli et naturellement, on a une présence de plans ou de documents qui vont documenter les étapes de l'entreprise. Donc, c'est très ordonné. Et c'est souvent beaucoup plus concret parce qu'on a justement des documents qui vont venir complémenter ou qui vont venir définir la planification. Quand on parle de planification informelle, on est plus au niveau des opérations. Donc, souvent, c'est axé sur du court terme, sur des choses qui s'en viennent à plus ou moins court terme et qui vont se passer surtout de façon dans le verbal ou dans la tête de l'entrepreneur. Donc, des fois, c'est même pas tout communiqué au complet. Donc, on est vraiment dans une planification qui est au jour le jour où on est plus dans les opérations que dans des visions à long terme. Ici, j'ai une petite citation, puis ça provient d'un livre qui date quand même de 2004, mais qui est toujours d'actualité, je crois. Plusieurs entrepreneurs sont méfiants envers la planification formelle. Je ne sais pas selon vous, mais moi, dans mon souvenir, c'était encore le cas. Ils voient le plan écrit comme plutôt restrictif. Hein? Ils vont sentir que ça ne leur donne pas de marge de manœuvre, que s'ils écrivent ce qu'ils doivent faire, ça va les empêcher de changer leur plan. Et qu'en définissant justement des actions futures, ça va limiter leurs actions. Et pourtant, il existe beaucoup de littérature académique qui dit, et même au niveau pratique, au contraire, que la planification, ça apporterait justement une meilleure vision des opportunités qui peuvent se présenter à l'entrepreneur. Et même si ça ne garantit pas le succès, bien souvent, on va pas éliminer, mais réduire des incertitudes par rapport à la planification de la sortie ou de la relève. La proportion des entreprises qui planifient dans la PME, elle n'a jamais été très grande. Ça a toujours été des activités de planification qui sont très limitées dans les PME. C'est en 1990, c'est M. d'Amboise, qui est un professeur retraité de la faculté de management à l'Université Laval. Et pourtant, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait écrire ça aujourd'hui et ça serait toujours d'actualité. Donc, on est plus de 20 ans plus tard. Donc, les entrepreneurs qui planifiaient majoritairement sur une base beaucoup plus opérationnelle ne semblent pas avoir cheminé en général vers des modèles de gestion qui sont plus planifiés quand vient le temps de planifier le retrait de leur entreprise. Donc, ça revient au constat toujours que je vous ai dit ici, les mêmes enjeux sont toujours présents, malgré le fait que... je sais que Mme Cadieux en a parlé de fait 12 ans qu'elle prône et qu'elle dit à tout le monde « c'est le temps, il faudrait ». Il ne se passe pas grand-chose. Donc, mon questionnement là-dessus, c'est est-ce qu'on a un processus qui est mal adapté à la réalité des entrepreneurs ou des PME ou de ces dirigeants de petites entreprises, ou bien si c'est le message qui est mal délivré auprès de ces gens-là, ça ne les touche pas, ils ne se sentent pas concernés parce que... ils ne voient pas qu'est-ce que ça pourrait leur amener. S'ils n'en ont jamais fait, ils ne voient pas l'avantage d'en faire, de la planification. Donc, ça peut être un questionnement intéressant à moyen long terme. Ici, je vous partage des constats aussi que non seulement que j'ai relevés dans de la littérature académique, mais en tant que praticienne, j'ai participé à des activités et même j'ai monté une activité à un certain moment sur les cédants d'entreprise. Et ce constat-là, le premier ici présent, il vient de cette activité-là. Jean était présent, c'était mon invité spécial à cette activité-là que j'ai faite il y a déjà 2 ans et demi. Puis moi, Nancy aussi, tu étais présente à cette activité-là, c'est que les entrepreneurs, moi, ce que j'ai remarqué, puis j'ai écouté les enregistrements, ils semblaient préparer leur transmission ou leur sortie de l'entreprise comme ils sont habitués d'opérer dans leur entreprise. Donc, par exemple, j'avais une entreprise qui fonctionnait beaucoup en gestion de projet.
Les entrepreneurs, leur façon d'opérer, c'est qu'il y avait beaucoup de projets et ils géraient différents projets sur différentes stations. Quand est venu le temps de préparer la sortie, il y était 3 actionnaires de chacun des actionnaires, ils l'ont fait exactement de la même façon qu'ils gèrent leur entreprise. Ils l'ont vu comme un projet et ils l'ont géré, justement, eux, ils avaient beaucoup de planification parce qu'ils sont habitués dans la gestion de projet de planifier les ressources dont ils vont avoir besoin au cours de leur projet. Ils ont fait exactement la même chose quand il est venu le temps de planifier la sortie de leur entreprise, qui pourtant ne coïncidaient pas tous au même moment. Donc, il y en avait un qui se retirait avant les autres et ça a été géré de cette façon-là. Au niveau de la littérature, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que souvent, la planification de la sortie va se faire en fonction du processus qui a été utilisé pour démarrer ou acquérir l'entreprise, c'est-à-dire, on dit le mode d'entrée entrepreneurial. Comment le dirigeant est devenu dirigeant d'entreprise? Y a-t-il acquis ou si il a créé de zéro? Mais la façon dont il va avoir développé l'entreprise va beaucoup être en lien avec la façon dont il va sortir de cette entreprise-là. Et ça, au niveau académique, il y a des recherches qui ont établi un lien justement entre ces deux façons-là. Et je ne pense pas qu'on regarde beaucoup ça en tant que praticien, de voir le cheminement de l'entreprise puis comment il a acquis l'entreprise. Mais ça pourrait être une piste de solution ou, en tout cas, il pourrait y avoir des choses qui se font en fonction de voir comment l'entrepreneur a démarré ou est rentré en entrepreneuriat. Autre constat, et ça aussi, ça vient de mon activité, c'était que l'entrepreneur qui était flexible dans son choix de sortie, c'est-à-dire que lui planifiait de sortir, peu importe les opportunités qui se présentaient à lui, bien, il y avait plus d'opportunités de transmettre ou de vendre. Donc, de préparer l'entreprise à être transférée, peu importe le type, c'est-à-dire que ce soit familial, interne, externe, ça l'a aidé au fait que les opportunités se sont présentées et à un moment donné, il y avait un choix à faire, naturellement, mais le choix s'offrait à lui et il n'était pas pris dans un plan A puis il n'y avait pas de plan B. Et en ça, bonjour, ça a été super intéressant, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai vu un lien, donc, de voir comment l'opportunité, le fait de s'ouvrir des portes et d'avoir des opportunités, souvent venait favoriser la transmission de l'entreprise. De retour au niveau de la littérature, on souligne que souvent, le déclencheur principal pour susciter une planification de sortie, ça va être la présence d'un repreneur. Donc, surtout dans l'entreprise familiale, on s'entend, s'il y a un repreneur de présent qui a été identifié, le cédant va être plus enclin à déclencher un processus de planification de sa sortie d'entreprise. Alors, ça devient problématique pour toutes les entreprises qui n'ont pas identifié d'entrepreneur ou qui n'ont pas de repreneur potentiel. Et même là, ça devient la poule ou l'œuf, il faut identifier un repreneur, mais pour ça, si on n'a pas, il faut commencer à planifier. Donc, il y a quelque chose ici, là, au niveau des constats que j'avais notés. Dernier constat, c'est que, et ça vient d'un atelier c'est Francis qui avait fait au CTA, Sylvie, tu étais présente aussi. On avait des cédants qui avaient mentionné que la transmission d'entreprise souvent est associée à des aspects négatifs, le retrait, la retraite, la mort, le vide, peu importe. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises sur l'enfance, des bénéfices que les cédants peuvent en retirer. Donc, c'est peut-être un aspect intéressant ici où est-ce qu'il y aurait des choses à faire, de valoriser justement les gens qui arrivent à transférer leur entreprise et de démontrer qu'il existe une vie, donc qu'il y a quelque chose d'autre à faire. J'ai mis des exemples, la fierté de voir leur entreprise continuer d'être opérationnelle, s'investir dans d'autres projets, mais d'arriver, s'ils aiment le monde des affaires, et le meilleur exemple, c'est Jean, qui est investi dans le monde de l'entrepreneuriat malgré la transmission de son entreprise. Donc, il y a autre chose, et je pense qu'il devrait avoir peut-être, il y aurait des choses à faire à ce moment-là ou à cet égard-là. C'est important de distinguer la PME de la grande entreprise.
Et ça, c'est difficile parce que tous les beaux modèles et les choses qui sont très structurées, qui sont faciles à utiliser, proviennent souvent des grandes entreprises parce qu'ils ont une structure. C'est facile d'établir des recettes. Mais en PME, on ne peut pas faire ça. C'est très difficilement, on a un style de gestion différent qui est souvent personnalisé auprès d'un entrepreneur, donc qui ressemble un peu à l'entreprise, ressemble à son entrepreneur ou à son dirigeant. Donc, lors d'une transmission au niveau d'une PME, c'est que l'enjeu n'est pas juste seulement au niveau de la direction, mais il est au niveau de la propriété. Ce qu'on ne retrouve pas tout le temps au niveau d'une grande entreprise. Ça peut être juste un transfert au niveau de direction et l'actionnariat va rester similaire. Donc, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus grands et le fait que ce soit un phénomène unique et qui est multidimensionnel, parce que quand on est dans de la PME, on va toucher à plusieurs dimensions de l'entreprise parce que l'entrepreneur fait partie de l'entreprise. Donc, toutes les choses auxquelles il fait, le multitâche, il fait en sorte que c'est un phénomène qui devient multidimensionnel. Et être capable d'identifier les opportunités de transmission. Moi, je me questionne beaucoup par rapport à ça, parce que je me dis, ces entrepreneurs-là, ces dirigeants-là, ils ont tous identifié une opportunité quand il est venu le temps de se lancer en affaires ou de reprendre une entreprise. Et l'identification d'opportunités, c'est associé de façon très marquée à l'entrepreneur qui est capable de développer son marché, il voit une nouvelle niche à prendre, donc il est capable d'identifier des opportunités. Et quand vient le temps de transmettre ou de planifier sa sortie, on dirait que les opportunités sont moins présentes. Alors, les enjeux par rapport à ça, moi, je me questionne beaucoup par rapport à ça, par rapport à cette identification d'opportunités-là, parce que je me dis, c'est les pros là-dedans, l'identification d'opportunités, les entrepreneurs, et quand vient le temps de passer le flambeau, bien, les opportunités on dirait qu'elles sont moins présentes, ou ils ne les voient pas. Identifier les divers aspects ou les différentes variables à considérer dans la préparation de la sortie. Je vous disais tantôt, c'est multidisciplinaire et multidimensionnel. La personnalité du dirigeant, on dit ici cité comme vraiment par Richer-Sincère en 2001 comme le premier facteur qui explique le manque de planification de la sortie entrepreneuriale. Donc, on est dans l'humain, totalement. C'est difficile à prévoir, difficile de planifier aussi à partir d'un profil de dirigeant. Mais il faut être capable d'identifier peut-être différents aspects qui vont venir les aider ou qui vont donner un petit coup de pouce dans leur processus ou des cues, des fois, pour les allumer. Le contexte socio-économique qui est toujours en cause aussi et les caractéristiques de l'entreprise, mais on est dans des caractéristiques qui sont beaucoup plus factuelles, donc plus faciles à aller chercher à ce moment-là. Les différentes barrières à la planification qui sont relevées au niveau de la littérature. On voit naturellement des préoccupations d'ordre très technique, naturellement, que tous vous connaissez, les questions d'ordre légal, financière et fiscal. Et c'est ce qui revient tout le temps le plus. C'est ce qui est perçu comme étant des obstacles par les entrepreneurs. Par contre, on voit moins, on en parle moins. Aussi, le nombre limité d'employés, le manque de vision à long terme aussi. C'est toutes des barrières à la planification. Les faibles compétences du dirigeant à être capable de transmettre. La prochaine conférence que vous avez est justement sur le transfert des connaissances. Mais si on a un dirigeant qui n'est pas capable de transférer ses connaissances, qui est dans une très petite entreprise, bien, ça peut devenir une barrière importante à la planification. Et l'âge du cédant. Puis c'est pas parce que c'est les plus vieux qui sont plus problématiques, là, c'était juste un petit clin d'œil. Mais l'âge du cédant est aussi un facteur à considérer. Donc, on dit que plus ils sont jeunes souvent, puis moins ils sont attachés à leur entreprise, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais c'est à prendre en considération. Ici aussi, on a les résistances, et ça date quand même de 1988 et pourtant toujours d'actualité, des résistances à la planification, particulièrement à de la succession. Andrew et Cram ont fait beaucoup de recherches au niveau de l'entreprise familiale surtout, mais on est capable de retrouver quand même ces différents aspects dans les entreprises. Vous avez des résistances qui peuvent venir de la personne, qui peuvent venir des relations entre les personnes, et là on parle surtout entre les cédants puis entre le repreneur, et des résistances organisationnelles et des résistances environnementales, donc selon les secteurs d'activité. Et tout ça, ça rend la planification encore plus complexe.
Mais les PME, quand même, fonctionnent dans un environnement complexe, arrivent à réussir. Donc, c'est d'arriver à développer, je crois, des choses pour faire en sorte qu'ils ont des outils qui sont adaptés. Mon approche, donc moi, ce que je privilégie, c'est sûr que c'est de prendre en compte tous les impératifs configurationnels dont je viens de vous parler, là, de l'entreprise, le contexte de l'entreprise, le leadership, que je pense qu'il n'est pas assez pris en ligne de compte, c'est-à-dire comment le cédant va prendre ses décisions, comment il va gérer en fonction de sa personnalité, la structure de l'entreprise, l'environnement, c'est-à-dire le secteur d'activité, et le modèle d'affaires qui est préconisé en ce moment dans l'entreprise. C'est toutes des choses à prendre en considération pour choisir une façon de sortir de l'entreprise qui va être en adéquation. Donc, il faut qu'il y ait un fit. On parle beaucoup de fit en création d'entreprise. C'est-à-dire, quand on parle des entrepreneurs, c'est important de choisir un projet ou une idée d'entreprise qui est en adéquation avec vos passions, avec vos compétences. Mais il faut aussi, je pense, le faire quand il vient le temps de sortir de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il y ait une adéquation qui se fait entre la façon de sortir et les façons de faire. Et surtout, envisager toutes les possibilités, donc ne pas se fermer puis avoir plusieurs routes possibles pour pouvoir transmettre d'une façon ou d'une autre l'entreprise. Donc, pour finir, je suis dans mon temps, Sylvie. Le plan de relève, je vous lance le questionnement, est-il toujours pertinent dans ce contexte? En fait, je veux faire le parallèle avec le plan d'affaires qui est remis en question depuis plusieurs années comme étant un outil vraiment utile. Il y a des nouvelles façons de faire qui ont été mises de l'avant, entre autres par M. Ananou, sur l'approche, au lieu d'être top-down, qui est bottom-up, donc de valider un besoin et de continuer un système de validation en cours de route. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on remet en question aussi les outils pour démarrer une entreprise, on ne peut pas remettre en question les outils pour sortir de l'entreprise? Est-ce qu'un plan de relève est toujours, en tout cas tel quel, là, formel, toujours adapté à l'entrepreneur et à son entreprise? C'est un questionnement. Et j'aimerais surtout que ce que vous reteniez aujourd'hui, c'est que je pense, et c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'il y a moyen puis qu'il y a une nécessité d'adapter les outils et l'accompagnement auprès des dirigeants de petites entreprises. Puis dans la petite entreprise, on a un spectre assez large, là, 250 employés et moins, mais le 250 est pas mal plus outillé que le 25 employés. Donc, il faut être capable d'adapter des processus à cette plus petite... et vous savez que les petites entreprises, 100 employés et moins, c'est les plus présentes dans l'économie. Donc, les outils pour eux, je pense qu'il y a comme un besoin qui se présente et qu'il faudrait développer des choses qui sont plus adaptées aux petites entreprises. Et naturellement, je pense que le message positif d'une transmission d'entreprise nécessiterait d'être un petit peu plus entendu et véhiculé. Donc, de véhiculer tous les aspects positifs, comme je vous les ai mentionnés plus tôt, et de faire de ça une espèce de cheval de bataille, que c'est pas toujours, c'est pas pour moins, mais que c'est pour mieux. Et de ne pas voir ça que c'est juste bénéfique pour le repreneur qui vient. Et outre l'aspect financier, parce qu'on sait que les entrepreneurs, souvent, l'argent, ce n'est pas la motivation première pour être en affaires. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a suscité des questionnements chez vous. Peut-être, j'espère ne pas avoir pris personne à rebrousse-poil, mais c'est pour susciter des débats et pour voir avec vous là, ce que vous en pensez, partager vos expériences et... Parfait. 25 minutes. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bien, moi, c'est ma première activité officiellement au groupe Relève. Donc, je trouve qu'il y a des belles personnes autour de la table. Alors, je trouve ça fort intéressant. Et l'aspect humain qu'on souhaite développer, mais je pense qu'elle est là. Les gens ont un côté humain très fort. Voilà. Ben moi, tout le questionnement par rapport aux difficultés qu'a l'entrepreneur à planifier, que ce soit planification stratégique ou planification de la relève, m'amène vers le mot souplesse. C'est qu'en transfert d'entreprise, chaque transfert est unique et je pense qu'on doit s'adapter au niveau de l'accompagnement et de la sensibilisation vers
plus de souplesse. J'aime beaucoup le mot démarche, les options, que de planification. Ça me touche aujourd'hui. J'aurais dit, moi, s'adapter à la réalité de chacun, puis surtout être à l'écoute. Donc, le mot s'adapter et écoute. Ça m'a allumé vraiment quelque chose de dire, le plan de relève, je pense qu'on mêle trop d'affaires là-dedans. Ouais. Puis qu'il y a plusieurs, en fait, même si le mot plan, on l'aime pas, mais il y a plusieurs plans à l'intérieur de ça, puis il faut pas le perdre de vue. Le parallèle entre la sortie puis l'entrée, là, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est intriguant là, au niveau de comment on peut accompagner les gens dans le plan, plan entre guillemets qui pourrait être fait là, l'adapter vraiment faire vraiment ce parallèle-là. En tout cas, j'espère en savoir plus pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs. Et moi, je rejoins Francis sur la souplesse du plan. Puis, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est toute la question de le positif de la sortie. Je retiens quelque chose que Jean a dit, la lueur dans les yeux, c'est le défi, la vision, les projets. Fait qu'il ne faut pas perdre ça, même en cédant une entreprise. Fait que ça, c'est noté. Moi, je pars avec le fait qu'une sortie, c'est un défi, mais je sors avec la sortie comme un défi. Donc, pour moi, c'est vraiment avec ça que je suis la présentation du défi. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le transfert, c'est vraiment une relation humaine. On a parlé d'un cédant, d'un releveur qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qui ne sont pas au même niveau de vie. Puis je pense qu'il faut les considérer différemment, les deux, tout en gardant l'objectif de l'organisation, mais il faut vraiment considérer les deux personnes différemment. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est la pertinence du groupe Relève Québec, là, avec des rencontres comme ça, qu'on peut communiquer, échanger, évoluer. Et, je pense que tout le monde s'est agrandi de ça. On a toute une grande écoute, puis c'est ce que je retiens aujourd'hui. Il faut que l'entrepreneur soit prêt à tous les niveaux, puis soit bien accompagné dans la démarche avec beaucoup de souplesse. Puis je pense que ça en prend un plan avec 2-3 plans à l'intérieur. Le groupe Relève Québec a une vision qui est majeure, qui est grande, puis est porteur d'un grand défi, effectivement, puis qui reflète un peu un côté entrepreneur de sa fondatrice, qui est Sylvie, je pense aussi. Ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'aspect démarche. J'aime bien le terme, beaucoup moins encarcané, et en même temps, que cette démarche-là se divise en deux. D'abord, la démarche de sortie de l'entrepreneur pour qu'il soit prêt, et ensuite la démarche des releveurs. Puis après ça, il va y avoir une émergence. J'aime bien l'aspect des deux croix, puis il y aura une émergence ensemble. C'est bien. Merci à tous. Je pense que ça remet en perspective là, de ne pas perdre de vue l'approche globale, puis que le plan de sortie comme une composante du succès d'un plan de relève. C'est ça que je retiens principalement. Merci. Donc, je pense qu'en 2014-2015, Groupe Relève Québec veut absolument une chercheuse qui va nous faire une conférence sur comment faire cohabiter le plan du repreneur et celui du cédant dans l'harmonie le plus possible. Et de nous éduquer et de nous informer pour mieux gérer ça un petit peu en tant qu'accompagnateur.